Poursuivre notre feuille de route. Nous avions dit ensemble que l'année 2010 serait l'année de la reconquête, en élaborant, parce que c'est l'essentiel, un projet politique qui soit à la fois fidèle à nos valeurs, porteur d'une grande ambition, mais bien sûr adapté aux réalités d'aujourd'hui et proche des Français. Et évidemment prenant en compte un monde à la fois incertain et instable. Nous y sommes aujourd'hui, et après les élections régionales, le temps est effectivement venu de présenter aux Français un nouveau modèle de société. Et cela commence par ce nouveau modèle de développement économique, social, écologique que nous voulons mettre en place. Cela se poursuivra tout au long de l'année par une convention forte pour retrouver l'égalité réelle. On n'est pas socialiste quand on ne se bat pas pour l'égalité réelle et pour proposer notre vision pour une France qui rejoue son rôle en Europe et dans le monde. Les Français nous attendent et nous devons être à la hauteur. Nous le devons d'autant plus que le gouvernement et le président de la République n'ont rien entendu du message qu'ils ont passé au moment des élections régionales. Chacun l'a reconnu, les Français ont sanctionné leur échec économique, social et en matière de sécurité. Et pourtant, vous le voyez chaque jour, aucun changement de cap, au contraire, on maintient la politique et on poursuit. Une seule volonté, récupérer l'électorat, sans doute en commençant par celui qui est le plus à droite, par le retour des boucs émissaires habituels, favoris, j'allais dire, de la droite. Ainsi, on décrète l'urgence absolue pour la burqa, comme si c'était la priorité absolue. Est-ce qu'on croit vraiment que tous les soirs, dans leurs difficultés, les Français parlent de la burqa? Croit-on qu'ils vont défiler le 1er mai pour demander la fin de la burqa? Certainement pas. Pour nous, nous ne le cachons pas, c'est un problème réel. Et nous avons toujours dit que nous nous battrions contre la burqa et que nous serions des adversaires de la burqa. Nous avions dit d'ailleurs, dans une position très claire, qu'il fallait utiliser tous les moyens de la loi pour dissuader son usage. Et nous avons dit, s'il faut une loi, pourquoi pas, mais encore faut-il retrouver notre décision, qu'elle soit conforme à la Constitution, qu'elle soit efficace. Car il y a de pire, on a vu avec les lois Sarkozy, de lois inefficaces qui décrédibilisent la République et qu'elles ne stigmatisent pas une population, qu'elles ne divisent pas notre pays. Le Conseil d'État, je crois, a répondu formidablement à ces 3 interrogations qui étaient les nôtres. Et donc, en votre nom aujourd'hui, je le dis au gouvernement, s'il se donne le temps de la concertation, au lieu de diviser, d'opposer, de stigmatiser, s'il reprend ces propositions du Conseil d'État, eh bien oui, nous sommes d'accord. Mais si, au contraire, il veut en faire une affaire politicienne, s'il veut préparer une propre loi s'asseyant sur la vie des plus grandes institutions de notre pays, eh bien nous présenterons notre loi conforme à la lettre et à l'esprit de notre République. Voilà simplement ce que je souhaite, en votre nom à tous, lui dire aujourd'hui. Quant à Nicolas Sarkozy, il ne s'exprime ces derniers jours que pour parler de sécurité, reprenant, et d'ailleurs la presse l'a très bien dit, un copier-coller de ses anciens discours. Nous annonçons toujours les mêmes mesures qu'on attend toujours et qui, même lorsqu'elles sont dans des lois, n'apportent rien. Par exemple, la sanctuarisation des bas d'immeubles, la suppression des allocations familiales pour les enfants absents. Mais les Français s'interrogent finalement sur la seule question qui compte, quand viendront les résultats en matière d'insécurité? Nous les attendons toujours. Tout cela, comme les dernières mises en scène de ces derniers jours, n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent aujourd'hui les Français. Et si j'osais, je dirais même qu'on a l'impression que le gouvernement, que le président essaye de jeter un grand voile, peut-être noir, sur la situation de la France aujourd'hui, pour essayer de faire oublier son échec et pour nous parler d'autre chose. Nous ne nous laisserons pas prendre à cela, pas plus que les Français d'ailleurs, qui ont leurs vraies préoccupations, le chômage, le pouvoir d'achat, l'avenir de leurs enfants et des retraites. C'est là-dessus que les socialistes seront, c'est là-dessus que nous proposons aujourd'hui et que nous proposerons dans les jours qui viennent. Les Français nous regardent. Ils veulent comprendre qu'il y a une autre société possible, qui donne sa chance à chacun et qui nous promet surtout un vivre ensemble qui est bien écorné aujourd'hui. Pour nous, l'horizon n'est pas celui d'une élection, en tout cas pas seulement celui d'une élection. Bien sûr, nous souhaitons gouverner la France, mais nous souhaitons surtout la transformer. Et c'est ça l'enjeu de cette année 2010 et du projet que nous voulons porter.
Quand des millions de nos compatriotes ont aujourd'hui décroché ou décrochent de l'emploi, de l'école, du logement, de la santé, mais aussi du temps pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, pour les autres, au point d'ailleurs de décrocher du vote démocratique lui-même lorsqu'il a lieu, notre volonté n'est pas d'être élu par un rejet qu'inspire la droite, mais bien d'être choisi par les valeurs qui sont les nôtres et par le projet qu'incarne la gauche. Nous ne nous adresserons pas à une catégorie de Français. Nous ne les montrons pas les uns contre les autres. Nous voulons nous adresser et parler à tous les Français, ceux qui croient à cette France qu'on aime, à la vraie identité nationale de la France, que nous avons défendue ces derniers mois. Nous nous présenterons devant les Français, dans le fond pour refonder, tout simplement, si je puis dire, le pacte républicain, ce fil continu, celui de la Révolution de 1789, celui des grandes lois de 1901 et de 1905, celui des conquêtes de 1936, du Conseil national de la Résistance et puis de l'Espérance soulevée en mai 1981. Il faut vraiment nous imprégner de ce récit républicain pour lui donner une suite après la période libérale autoritaire qu'incarne le sarkozysme. Voilà pourquoi notre Conseil national d'aujourd'hui, j'allais dire, est un peu plus qu'un Conseil national ordinaire et revêt une importance particulière. Il lance l'année du projet socialiste, non pas le travail, nous l'avons engagé depuis plusieurs années et particulièrement depuis plusieurs mois. Ces rendez-vous que nous allons avoir, 4 conventions nationales, enrichies d'une dizaine de forums des idées, vont rythmer les mois qui viennent. Ces rendez-vous vont être l'occasion pour nous-mêmes, pour nos militants, pour les élus, pour aussi les acteurs de la vie économique, sociale, économique, culturelle, sportive, pour les Français tout simplement, qui ont envie de participer à ce renouveau de notre pays, de participer à la mise en point de nos propositions et de nos orientations. Nos secrétaires nationaux animés par Harlem Désir, comme le laboratoire des idées porté par Christian Paul, nos élus locaux et, je voudrais les saluer particulièrement, nos parlementaires nationaux et européens ont largement contribué et contribuent à ce travail que nous menons ensemble. En faisant ce travail, en portant ce projet, je crois que nous tirons les leçons de l'histoire récente. Souvent, on nous a reproché de ne pas tirer les leçons de ce qui a conduit à nos échecs. Tout d'abord, nous tirons les leçons de la gauche au pouvoir. Quand elle a été sanctionnée après avoir gouverné, la gauche a rarement été pour défaut de gestion. Nos concitoyens savent d'ailleurs que nous sommes bonnes gestionnaires et je m'adresse ici aux présidents des conseils généraux qui souffrent tant aujourd'hui, ou des conseils régionaux, ou de nos villes. La gauche, on le sait, quand on parle des budgets de la nation, sait aussi gérer. Et à tout point de vue, vous le savez, il vaut mieux succéder à Lionel Jospin quand on parle des déficits publics et de l'état des finances publiques qu'à Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin et François Fillon. Donc les leçons, qu'on les garde, qu'ils les gardent pour eux, nous agissons et nous continuerons à proposer. La gauche sait gérer, mais c'est un fait. Mais pour être elle-même, il lui faut redevenir une gauche de transformation. Non pas une gauche imaginaire, mais une gauche imaginative, qui soit à la fois ancrée dans les réalités et porteuse d'une ambition et aussi proche des Français, comme parfois nous n'avons peut-être pas réussi à l'être totalement. C'est le grand défi de 2012 pour les socialistes, pour tous les socialistes, et je me permets de le dire ici, par-delà les sensibilités et les amitiés, par-delà les trajectoires et les choix qui les ont jalonnés. Et c'est l'esprit que je retrouve actuellement. Et soyez-en tous remerciés, car les Français attendent cela de nous. Nous avons aussi tiré les leçons de nos échecs à reconquérir le pouvoir. Je crois que nous n'avons jamais échoué par une insuffisance de mesures, mais peut-être parfois par une insuffisance d'architecture, une vision de ce que nous voulions proposer à notre société. Et c'est à cela que nous travaillons aujourd'hui. La crise accélère ce moment historique. Nous gagnerons cette bataille politique, nous le savons bien, en portant haut les valeurs de la gauche, mais aussi en étant capables d'inventer les réponses aux nouveaux défis du XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle nous n'en sommes pas à une proposition pour poser une rustine ici, un pansement là, mais bien de présenter un nouveau modèle qui porte à la fois sur la société et à la fois sur le modèle de développement.
Et puis, bien sûr, nous avons tiré les conséquences de la droite au pouvoir. En 2012, cela fera 10 ans que la droite gouverne sans interruption et avec brutalité. Candidate à sa succession, d'après ce que je comprends, et même, on pourrait dire, à son redoublement, elle va tenter, une fois de plus, de masquer son échec par le verbe. On connaît, on nous l'a fait 3 fois. 3 fois. Rappelez-vous la fracture sociale de Jacques Chirac en 1995. Qui peut penser qu'elle a été réduite? Rappelez-vous, en 2002, ce fut la sécurité restaurée par Jacques Chirac et déjà par Nicolas Sarkozy. Qui peut nous dire que la délinquance a reculé dans notre pays? Et puis en 2007, alors là, ça a été le tourné-boulet. Nicolas Sarkozy proposait à la fois et promettait le travailler plus pour gagner plus et le « je serai le président du pouvoir d'achat ». Eh bien, mes camarades, quand on regarde les Français, il suffit de prononcer en 2010 ces promis jurés du président d'il y a 3 ans pour mesurer l'ampleur de l'échec d'aujourd'hui. Et les exemples sont nombreux. Mais aussi pour dire que c'est l'échec de celui qui est resté chef de l'UMP et qui peine tellement à devenir chef de l'État. C'est aussi le problème aujourd'hui. Il a appliqué, nous le savons, les principes du néolibéralisme. Avant même la crise, c'est la raison pour laquelle la France souffre tôt. Il nous a parlé de volontarisme. On attendait pour le moins Colbert, nous avons eu Thatcher. La baisse des impôts pour les plus riches, la dérégulation des services publics et de l'État, le recul des droits sociaux, la récupération du religieux et la recherche des coupables que nous voyons jour après jour, la volonté de séparer je ne sais quel bon grain de je ne sais quelle mauvaise ivraie, le sans-papier face à l'immigré choisi, le délinquant face aux bons jeunes, les chômeurs face à la France qui se lève tôt, et aussi, bien sûr, ce repli sur une identité fermée, étriquée, oublieuse des valeurs de la République. Et ces années Sarkozy, je parle déjà au passé, elles laisseront un pays tétanisé, inquiet, des services publics démembrés, mais aussi une jeunesse désespérée. Bref, une société sans avenir, et c'est cet avenir que nous devons à nouveau proposer à la France. Alors à cela, alors que le gouvernement, le président, continue sa fuite en avant, nous proposons de réarmer le Parti socialiste et de réarmer la gauche. Je le dis avec presque le sourire, et je pense que vous sourirez tous. Il n'y a pas si longtemps, de belles intelligences se sont abîmées en prophétisant le coma, voire plus, pour la gauche en général et pour les socialistes en particulier, ce grand cadavre à la renverse. Il vous salue, ce grand cadavre à la renverse. Il est fait de milliers, de dizaines de milliers de militants, d'élus qui se battent tous les jours, et les Français le savent. Et dans le fond, grâce à nos élus régionaux qui ont montré ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils voulaient continuer à faire, grâce à cette confiance renouvelée et encore indécise, non complète bien sûr, que les Français ont voulu nous donner, eh bien, on a vu avec les régionales que lorsque la gauche solidaire se déploie, lorsque tous les partis se remettent au travail, et c'est vrai pour le nôtre comme pour les autres, eh bien, la confiance revient justement vers la possibilité d'une autre société. Alors bien sûr, et cela a déjà commencé, la droite va sortir l'artillerie habituelle. C'est un mélange de peur collective et de dénigrement personnel ou sur nos propositions. Moi, je leur dis gouvernez, prenez vos propositions, ne vous occupez pas de nous. Nous allons proposer aux Français et quand vous voulez vraiment discuter, nous sommes là, nous discuterons, mais alors écoutez-nous un peu. Peut-être auriez-vous pu le faire un peu plus ces derniers mois. Et je le dis alors là aussi aux Français, nous sommes tranquilles, nous sommes déterminés. Rien ne nous empêchera de vous offrir ce dont vous voulez, c'est-à-dire un autre chemin pour notre pays et pour vos vies. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés avec détermination dans cette année du projet pour vous apporter cet avenir. Un mot pour dire bien sûr que ces propositions seront celles d'une gauche solidaire, d'une gauche forte de ses valeurs. Nous travaillons et dans quelques semaines nous serons prêts à rencontrer nos amis. Eux-mêmes d'ailleurs discutent, les Verts et Europe Écologie sur leur futur, le Parti communiste qui va avoir son congrès, les radicaux, les citoyens qui discutent actuellement sur les enjeux de fond. Nous savons qu'il nous faudra à la fois construire un projet commun et puis un accord de gouvernement qui portera à la fois
sur des propositions et sur les circonscriptions. Et nous n'oublions pas, nous n'oublions jamais que la gauche, à chaque fois qu'elle l'a emporté, c'est qu'elle a su proposer un visage rassemblé au pays. Et nous, force première de la gauche, nous nous devons de porter cette responsabilité en tendant la main à l'ensemble de nos partenaires. Une gauche solidaire, mais aussi une gauche fière de ses valeurs. Je le dis simplement, une gauche qui ne s'excuse pas d'être de gauche, dans une crise qui a finalement donné raison à ses analyses et à ses préconisations. Disons-le là aussi simplement, pourquoi ne pas se dire les choses? La régulation l'a emporté sur la déréglementation tous azimuts, nous en avons fait la preuve. L'exigence de partage l'a emporté sur le tout profit, y compris dans l'efficacité du système économique. Et la social-écologie s'impose aujourd'hui au tout productivisme. Voilà pour les avancées idéologiques. Et pour en prendre la mesure, parce que rappelez-vous, nous en étions il y a encore quelques années, et nous-mêmes parfois, nous ne nous sommes pas laissés abandonner à certaines de ces idées. Rappelons-nous quand même le credo porté par le tandem Reagan-Thatcher, l'un disant que l'État n'est pas la solution mais le problème. Vous voyez ça aujourd'hui avec les discours de Sarkozy pour la régulation des banques, etc. Il en est loin dans les discours, pas dans les faits. L'autre, Madame Thatcher, affirmant qu'il n'y a pas de société mais seulement des individus. Voilà ce qu'on nous disait il y a encore quelques années, voilà ce qui a échoué, voilà ce qui nous oblige aujourd'hui justement à construire autre chose. Mais force est de constater que ce gain idéologique ne s'est pas encore engrangé dans des résultats pour nous mener au pouvoir partout, pas seulement en France, mais aussi dans l'ensemble des pays européens. Et c'est donc à ce basculement que nous sommes aujourd'hui confrontés, devant travailler nous-mêmes, avec les forces de gauche dans notre pays, mais aussi avec le Parti socialiste européen et avec l'internationale socialiste. C'est aussi le sens de l'agenda que nous avons fixé pour cette année. En commençant par cette première convention, qui est à la fois le fruit de nos expériences locales, mais aussi l'engagement à nos côtés d'intellectuels, d'universitaires, mais aussi des forces économiques, syndicales, sociales de notre pays, et puis de l'ensemble des camarades qui y ont contribué. Je voudrais remercier très chaleureusement Pierre Moscovici, remercier tous ceux, et ils ont été très nombreux, qui l'ont animé, coordonné, les présidents des ateliers et les rapporteurs, les secrétaires nationaux, les membres du Bureau national et tous ceux qui ont contribué à ce premier texte qui va être maintenant enrichi par nos sympathisants, nos militants, mais aussi par tous les Français qui souhaiteront nous rejoindre en la matière. Je crois que le résultat sera à la hauteur des attentes de tous ceux qui se tournent vers nous. Ces attentes sont immenses parce que les Français savent bien, comme nous aujourd'hui, que cette crise n'est pas ponctuelle, qu'elle n'est pas cyclique, que nous vivons une véritable crise de civilisation à laquelle nous devons répondre par une offensive de civilisation. Il faut changer et pas seulement adapter. La crise est totale, mais notre projet doit être global. Amartya Sen, né dans l'Inde d'où je reviens, l'un des intellectuels les plus respectés de l'époque, a toujours les mots simples pour dire les choses. Notre monde recèle autant de possibilités immenses que de gigantesques échecs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout dépend de nous, du volontarisme transformateur qui sera le nôtre, de la capacité que nous aurons à porter ensemble d'autres solutions. Alors oui, il est possible de redonner un sens au progrès, j'allais même dire aux réformes, tant ce mot a été vidé de tout son sens, de redonner sens à nos valeurs. Et je voudrais les rappeler ici parce que quand on parle de projet, il ne faut jamais oublier que nous sommes dans la continuité du socialisme, même si les réponses d'aujourd'hui ne sont évidemment pas celles d'hier. L'émancipation de chaque homme et de chaque femme, le progrès par la connaissance qui repousse les limites de l'esprit humain, la justice sociale sur laquelle il n'y a pas de société digne d'être partagée et je ne dirais même pas de société efficace, l'internationalisme et l'Europe, car c'est la fraternité du local au global que viendront les réponses. Et puis la laïcité. La laïcité, il faut le dire à chaque fois, c'est ce joyau que la France peut offrir au monde à l'heure où les intégrismes dénaturent les croyances et où penser par soi-même est dans certains pays un acte de résistance face au fanatisme et face au cynisme. Pour cela aussi, nous nous battons. Et pour cela, la France a de nombreux atouts. Nous le tirons pas seulement de l'enseignement de notre histoire, nous le tirons aujourd'hui de ce que nous voyons, de l'énergie des jeunes que l'on critique tant souvent,
des chercheurs qui inventent notre avenir, des PME qui innovent, des professeurs qui réinventent des pédagogies, des seniors qui repoussent les limites de l'isolement et de l'âge, des quartiers populaires si créatifs derrière leurs difficultés, des campagnes qui luttent contre la désertification et l'isolement. Oui, la conviction qui est la nôtre, c'est que la France est une société créative, mais à condition que chacun soit reconnu, que chacun soit accompagné, que chacun soit soutenu, de l'école, de l'entreprise, de la cité, car faute de cela, eh bien, le lien social s'affaiblit, l'individu, comme cela se passe souvent aujourd'hui, se sent laissé à lui-même et parfois considère d'ailleurs que des échecs collectifs deviennent des échecs individuels. C'est la perte de la confiance en soi, c'est le stress dont on parle tant, c'est tant de situations individuelles vécues comme des échecs, de situations difficiles vécues comme des échecs individuels. Oui, il est temps de dire ce que nous voulons pour notre pays. Et je voudrais en quelques mots replacer ce nouveau modèle de développement dont nous allons parler cet après-midi dans finalement le projet que nous voulons. Nous voulons une société du bien-être, nous voulons une société du respect, nous voulons une république citoyenne. Une société du bien-être qui doit inspirer et qui inspire nos propositions sur le modèle de développement. Nous le savons, inutile d'insister, la société du tout avoir va dans le mur. Elle favorise une frénésie de consommation, elle appauvrit le plus grand nombre et enrichit une minorité, et finalement, elle aliène tout le monde. Cette société étend d'ailleurs sans limite le domaine de la marchandisation. La santé, le corps, le vivant, la nature, tout devient marque et profit. Nous voulons bâtir une autre société fondée sur le bien-être plutôt que sur le tout avoir, en sachant bien sûr qu'une partie de nos concitoyens et une majorité des habitants du monde n'ont pas encore atteint les biens essentiels et nous devons le leur permettre. Là, nous disons les choses simplement, vous y reviendrez tout l'après-midi, nous y reviendrons. Pour mener une politique de gauche, nous avons besoin de croissance. Pour construire une société mélière, nous voulons un autre contenu à la croissance. Nous voulons produire mieux, produire ce dont nous avons besoin en respectant l'environnement, la nature, mais aussi notre santé, nos valeurs. Nous voulons réussir cette économie de transition, c'est l'objectif de ce nouveau projet de développement que nous allons discuter autour de 3 questions que Pierre et nos camarades ont fixées. Que produire, comment distribuer. Pour y parvenir, et je voudrais insister quelques instants là-dessus, sans revenir sur ce qui sera discuté et présenté dans quelques instants par Pierre Moscovici, nous devons permettre et réussir plusieurs grandes mutations. Tout d'abord, la priorité au long terme plutôt que la tyrannie du court terme. Je n'y reviens pas, nous en parlerons, ça veut dire remettre la finance au service de l'économie réelle. Nous avons des propositions, réguler la finance, un impôt sur les sociétés qui soit distinct, retrouver des instruments de pilotage de notre économie pour lui redonner un avenir, c'est la clé du plein emploi. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui le marché a raison, nous pensons qu'il faut réarmer la puissance publique pour réorganiser une économie sur ses 3 pieds, l'industrie, les services et l'agriculture. C'est pourquoi nous proposons, on y reviendra tout à l'heure, ce grand pôle public d'investissement industriel qui doit permettre à la fois de créer ces filières d'excellence mais aussi de trouver le financement à cette économie réelle. Nous refusons de penser que notre industrie n'a pas d'avenir. Il faut accompagner cette mutation vers les automobiles vertes, vers les textiles techniques et intelligents, vers les alicaments, le numérique, les biotechnologies, et nous préparer aussi à la relocalisation d'activités qui seront rendues possibles par l'augmentation du prix du pétrole, l'augmentation des salaires dans les pays en développement et par la customisation de la plupart des produits. Donc une politique industrielle, un État qui est capable de la porter, bref, recréer une véritable politique industrielle. L'avenir, nous le savons, c'est une agriculture de proximité, seule à même d'assurer notre indépendance et notre sécurité alimentaire. C'est ce qu'on appelle une agriculture responsable, une agriculture de qualité. Je n'y reviens pas, il y a là aussi à mettre en place des éléments de régulation nationaux et européens pour permettre une juste rémunération aux agriculteurs et pour permettre que cette agriculture-là soit valorisée.
le développement des services. Nous savons qu'ils sont immenses. Les services de proximité pour répondre aux besoins sans cesse croissants de la petite enfance à la vieillesse, mais aussi ce passage essentiel vers le secteur quaternaire. Nous ne devons pas prendre de retard que nous prenons actuellement pour suivre l'ère du développement des biens, des services et des réseaux numériques pour tous, pour chaque entreprise et pour chaque citoyen. Enfin, la priorité du long terme, c'est apprendre à produire durable. Nous sommes désormais les tenants d'une économie sociale écologique, c'est comme ça que nous voulons la définir et nous parlerons de cette TVA écomodulable, d'une politique énergétique différente dont nous dirons quelques mots, je pense, tout à l'heure. La deuxième mutation, c'est la société de la création plutôt que la société de la fausse performance. Nous vivons dans une société de la pseudo-performance qui s'est faite une doctrine de la mise sous pression des individus réputés alors plus efficaces. Ce sont les pressions intolérables, notamment dans les entreprises, qui donnent lieu à des drames individuels, mais aussi à une totale inefficacité collective. Une société sous pression est une société stérile, incapable de créer, incapable d'innover. Alors oui, nous redonnerons la priorité à la recherche et à l'enseignement supérieur. Nous aiderons nos PME à devenir des entreprises de taille moyenne qui manquent tant aujourd'hui à notre pays et nous soutiendrons l'économie sociale et solidaire. Mais je dirais que l'éducation, la formation, la recherche, c'est majeur, la culture tout autant. Car pour nous, à gauche, la culture, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est le cœur de notre projet. Car dans le fond, la culture, c'est quoi ? C'est ce qui permet à chaque période historique, de marquer sa trace, de donner les moyens aux créateurs d'ajouter au patrimoine de l'humanité. La culture, c'est ce qui fait le lien entre les générations, entre les hommes, qui fait partager des émotions, qui ouvre chacun vers les autres et qui le porte au plus haut de lui-même, en lui permettant d'ailleurs de se poser des questions, je pense à la culture contemporaine, y compris sur notre société. Alors, cette culture, cette politique culturelle que nous avons déjà beaucoup travaillé sera bien sûr au cœur de notre projet. La troisième mutation, c'est la justice plutôt que la captation des richesses par une minorité. Les inégalités ont explosé dans notre société. Inutile de revenir sur les rapports récents, y compris celles de la Fondation Abbé Pierre ou celles tout simplement des organismes officiels du gouvernement. Le gouvernement a en plus massivement réduit la fiscalité sur les plus riches, nous le savons. Nous assumons cette volonté de répartir autrement les richesses, bien sûr par une action sur les leviers classiques, les SPIC, les négociations salariales, le plafonnement des hautes rémunérations que nos députés avaient proposé, mais aussi sur la fiscalité, et nous parlerons tout à l'heure d'un impôt plus progressif, d'un impôt plus large qui remplace la CSG et l'impôt sur le revenu. Le pouvoir d'achat ne doit pas être rétabli uniquement par l'amélioration des salaires, mais par des politiques qui rendent solvable l'accès aux biens premiers et aux biens essentiels. Ce sont les propositions sur le logement. Construire plus, construire moins cher, mais aussi encadrer les loyers. Ce sont nos propositions sur un produire durable qui permet de réduire la facture énergétique et puis sur les mesures qui permettent l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie pour tous, pour les biens fondamentaux. Enfin, dernière mutation, donner à chacun les moyens de maîtriser son destin. Je le dis à mes camarades, il va falloir reprendre fortement le débat sur la revalorisation du travail. Nous nous sommes laissés embarquer par ce débat que la droite nous a pris. Moi, je le dis simplement, la revalorisation du travail, bien sûr, c'est un salaire qui correspond à ce que vous êtes. Mais la revalorisation du travail, c'est aussi l'utilité sociale que vous procure un travail. Quand on est dans des entreprises où le seul objectif est d'augmenter le cours de l'action, où les seuls objectifs est de réduire les services apportés, je pense là aux services publics, aux usagers, comment se sentir porteur effectivement d'une utilité sociale? Comment enfin, dans ces organisations qui pressurent, qui mettent en concurrence les individus les uns avec les autres, les salariés les uns avec les autres, qui cassent le collectif, qui font perdre de sens, comment effectivement parler de valorisation du travail? Eh bien, nous disons à la droite, oui, nous allons nous battre pour une vraie revalorisation du travail, qui est pour nous essentielle pour la dignité de chacun, mais qu'aussi une condition de l'efficacité économique de notre modèle de développement. Alors,
Nous proposerons tout à l'heure des mesures sur les salaires, sur la lutte contre la précarisation, mais aussi sur la sécurisation des salariés, car nous savons bien qu'il faut à la fois leur permettre de progresser professionnellement et de les accompagner en cas de coup dur pour les licenciements. Oui, nous voulons donc une société du bien-être, mais nous voulons aussi, et ce sera les travaux des mois qui suivent, une société du respect. Une société décente commence, je viens de le dire, par un salaire, une retraite d'ailleurs décente. Mais nous devons aussi nous interroger sur, peut-être plus que nous l'avons fait jusqu'à présent, sur ce qui permet de dire qu'une société est meilleure. Bref, j'y venais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le progrès aujourd'hui au XXIe siècle? Nous sommes, nous, assez intéressés à la qualité de la vie, à la manière de faire progresser l'altruisme, de reculer les égoïsmes, à la façon de recréer une société du lien et de réduire les humiliations dans la cité. Voilà aussi des sujets au cœur de ce que nous portons. Nous ne supportons pas, nous ne voulons plus de cette société du mépris, celle qui relègue les plus pauvres hors de la cité, celle qui oublie les plus âgés, celle qui humilie les plus faibles, celle qui traite uniformément les citoyens comme des personnes anonymes et qui montre du doigt ceux qui ne sont pas exactement comme les autres. Notre projet doit porter ces grandes transformations et notre responsabilité à l'égard de chacun et effectivement d'apporter cette égalité réelle qui sera le cœur de cette convention que Benoît Hamon présidera à l'automne. Cette société du respect, elle doit d'abord apporter l'accès réel aux droits fondamentaux à chacun pour lui permettre de maîtriser sa vie. Là, je le dis simplement et rapidement, mais il va falloir faire la révolution des services publics. Un service public, bien sûr, ce sont des protections et des garanties collectives, mais ce sont aussi des services qui apportent à chacun les moyens de réussir. Et ça commencera bien avant l'école par le service public de la petite enfance que nous voulons créer. Ça continuera, et le travail est largement engagé en notre sein, et je salue ceux qui le portent, par une école qui portera l'enfant au cœur de tout projet, qui redonnera aux enseignants leur vrai métier au lieu de leur faire traiter l'ensemble des problèmes de la société, qui, avec eux, nous permettra d'inventer les nouveaux rythmes scolaires, les nouvelles pédagogies qui permettront à chaque enfant de réussir. Mes camarades, ça ne sera pas facile. Il va falloir changer beaucoup de choses. Et c'est dès cette année que nous commencerons à discuter avec les organisations syndicales, car on n'est pas de gauche quand on ne réussit pas à porter chaque enfant au plus haut de lui-même. Et on n'est pas de gauche aujourd'hui quand on pense que chacun doit rentrer dans les mêmes règles. Il nous faut nous adapter. C'est la révolution des services publics, celle que nous devons porter pour rendre l'autonomie à chacun, dans l'école, dans la sécurité, dans la santé, pour ne prendre que ces exemples. Et puis, une société décente, c'est celle qui construit des villes durables et solidaires. Là aussi, notre travail est très largement engagé. 80% de nos concitoyens vivent aujourd'hui dans des villes. Ces villes, rappelez-vous ce qu'on écrivait au siècle dernier, qui devaient réunir, qui devaient rapprocher et qui aujourd'hui isolent, segmentent, excluent. Il nous faut reconstruire des villes qui soient capables de créer ce ciment, des quartiers, des communes qui ont toutes les fonctions de la ville, l'économie, le logement, le sport, la culture, et qui soient capables, en y ajoutant la qualité de vie, la qualité de l'espace public, qui soient capables effectivement d'entraîner la mixité sociale. Il est temps de reconstruire des villes denses et intenses, c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous travaillons actuellement. D'ailleurs largement aidé par des philosophes, des sociologues, des urbanistes, des architectes. Ce sera un des principaux forums des idées que nous porterons. Et dans cette société solidaire, eh bien sûr, nous voulons l'attention aux autres. L'attention aux autres, j'ai vu certains en gloser. Mais c'est quoi l'attention aux autres? C'est d'abord de respecter les règles de la République et d'imposer que ces règles soient respectées par chacun. Le respect des autres, le respect des socles des valeurs communes. On ferait mieux de nous parler de ça que de mettre en exergue aujourd'hui la lutte contre la polygamie, l'excision. Bien sûr, nous devons faire respecter ce socle des valeurs républicaines, mais nous devons le faire dans une République apaisée, ouverte, fière d'elle-même et de ses valeurs, et non pas en stigmatisant ou en montant du doigt un fait divers. Qu'est-ce que, au-delà de cela, qu'est-ce que cette société de l'attention aux autres? C'est une société tout simplement où la République prend soin de chacun, on en est bien loin, où chacun prend soin des autres et nous prenons soin ensemble de l'avenir. Je voudrais simplement dire un mot sur les retraites, puisque c'est dans ce cadre-là qu'un sujet comme celui-ci doit se situer. Je le dis à un moment où l'allongement de l'espérance de vie entraîne effectivement une grande responsabilité collective.
la responsabilité de construire une société qui n'expulse pas ses aînés du monde des vivants, selon de mots de l'anthropologue Maurice Godelier. Terrible mot, mais finalement en réalité pas si éloigné dans beaucoup de cas. Et je voudrais redire, même si ça apparaît nunuche, comme me le disent certains, qu'aucune allocation ne remplace les chaînes de soins, les solidarités familiales et amicales, l'attention du voisinage, tout simplement l'engagement d'une société tout entière, parce qu'on ne peut pas être socialiste si on n'est pas capable aussi de porter d'autres liens entre les hommes et entre les femmes, et je me réjouis que nous le fassions aujourd'hui. Le Parti socialiste sera, je le dis au gouvernement, au rendez-vous des propositions sur les retraites, comme il l'a été d'ailleurs à chaque fois qu'on a bien voulu nous consulter sur le pacte de relance, sur la taxe carbone, sur le grand emprunt. Force est de constater qu'on aurait bien aimé, je vois Michel Sapin sourire en parlant du plan de relance, on aurait bien aimé être plus entendu. Le gouvernement n'a pas souhaité le faire, alors que nous avons une responsabilité collective et immense. Et à cet égard, je suis un peu consternée de la façon non responsable dont fait preuve le pouvoir aujourd'hui dans la conduite de ce dossier. Il faudrait rassembler, il faudrait débattre ensemble. Et aujourd'hui, on cherche à diviser les syndicats, la gauche, comme en janvier sur ce faux débat sur l'âge légal de départ en retraite que personne n'a jamais voulu supprimer à gauche. Il faudrait objectiver le débat au lieu d'utiliser et de dramatiser le diagnostic du corps en manipulant les chiffres, en expliquant qu'il n'y aurait pas d'autre perspective pour résoudre le problème de retraite que de travailler plus longtemps en gagnant moins. C'est ce qu'ont fait Fillon et Balladur, on a vu ce que cela a donné. Il faudrait prendre le temps de la négociation, car à qui fera-t-on croire qu'il est pressé de résoudre dans les 3 mois aujourd'hui les 100 milliards putatifs de déficit des années 2050, alors que le gouvernement a accru la dette de l'État de 170 milliards cette année? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Alors, mes camarades, nous avons le sentiment, là aussi, d'un gouvernement plus préoccupé à trouver des solutions pour redresser l'UMP et à utiliser cette réforme pour cela que de redresser les comptes des régimes de retraite. Alors que le gouvernement n'a toujours pas rendu publiques ses propositions, ce qui est la base en général d'une discussion, d'une négociation, on nous somme de mettre les nôtres sur la table. Drôle de façon de nous consulter. Mais la manœuvre est assez claire et je crois qu'elle a d'ailleurs déjà commencé dans les premières pistes que nous avons mises sur la table. Par exemple, nous avions dit, nous proposons de mettre à contribution les super profits des banques. C'est quand même pas ridicule, avec l'argent qu'on leur a apporté, alors qu'aujourd'hui, ces profits sont là et alors qu'on aurait besoin que chacun mette la main à la poche pour aider sur les retraites. Eh bien, M. Bertrand court déjà les 4 coins de la France pour expliquer que ça ne marche pas, alors que même dans son camp, certains avaient applaudi à cette idée. Dans le fond, chacune de nos propositions est caricaturée, dénaturée, démantelée et détournée à des fins purement politiciennes. Donc là, je le dis très simplement, là aussi en notre nom, nous ne nous laisserons pas prendre dans le panneau, nous n'allons pas dévier ni de la méthode, ni du calendrier que nous nous sommes fixés. Nous ne céderons pas aux injonctions, aux intimidations, aux petites manœuvres. Les Français y retrouveront les leurs, j'en suis absolument sûre, parce que notre méthode, ce sont les orientations, la concertation et les solutions. Les orientations, nous les avons définies au Bureau national de janvier à l'unanimité et nous les rappellerons avec les camarades qui m'accompagneront demain pour voir Éric Woerth. Les propositions, nous les avons déjà faites, les grandes propositions. Une réforme juste, l'âge légal de la retraite maintenu à 60 ans, la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues, la possibilité pour ceux qui le souhaitent de travailler plus longtemps. Mais nous voulons aussi lui dire que les salariés et les retraités ne peuvent pas être les seuls sur lesquels reposent tous les efforts. La droite veut une fois de plus agir sur une seule variable, celle de la durée de cotisation. Et nous disons qu'il faut mobiliser de nouvelles ressources, en particulier en mettant à contribution les revenus du capital. Il faut un meilleur recours aux ressources propres. Nous avons des propositions. Et il faut une réforme structurelle, une réforme d'ensemble, qui permette aux jeunes, par exemple, de ne pas avoir 2 ans ou 3 ans de stages non rémunérés, de travaux précaires pendant lesquels ils ne contribuent pas à la retraite, ou des seniors. Et nous ferons des propositions précises qui ont, dans notre pays, le taux d'activité le plus faible de toute l'Europe. 35% seulement des seniors de plus de 55 ans travaillent dans notre pays. Si nous ne traitons pas cela, eh bien, nous ferons semblant
comme l'a fait Fillon, comme l'a fait Balladur, on en voit les résultats, mais nous savons qui trinquera, les salariés et les retraités, alors qu'on ne compte pas sur nous. En revanche, ces propositions, nous les discutons actuellement avec les organisations syndicales, nous avons quasiment terminé notre tour de piste et nous conduirons ce projet, y compris sans la droite, si elle ne veut pas discuter avec nous des siennes propres. Et cette réforme des retraites, nous la proposerons dès qu'il nous en sera donné l'opportunité, donc dès que la négociation et la discussion démocratique sera lancée, et en tout état de cause, nous la réaliserons en 2012 si elle n'est pas faite ailleurs. Enfin, mes chers camarades, je voudrais terminer en disant que dans notre projet, l'attention aux autres, c'est évidemment l'attention au monde. Aujourd'hui, la France est toujours, pour beaucoup de pays, pour beaucoup de citoyens dans le monde, l'héritière des Lumières et la France des droits de l'homme. On nous regarde encore comme cela, de moins en moins, mais encore comme cela. Comment portons-nous cet héritage? Voilà une des questions que nous devons nous poser. Comment regardons-nous le monde, le Sud, et bien sûr, comment l'Europe peut agir en la matière? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est partout, mais la France n'est nulle part. Nicolas Sarkozy est omniprésent, mais la France est absolument illisible dans sa politique internationale. Car enfin, l'intérêt était-il que la France rentre dans le commandement militaire intégré de l'OTAN? Était-il fondé d'envoyer de nouvelles troupes en Afghanistan? Dans ces deux domaines, aucun débat n'a eu lieu dans un pays qui pourtant devrait porter ces débats démocratiques. Fallait-il courir les capitales du Proche-Orient alors que la parole de la France aujourd'hui sur la paix au Proche-Orient n'existe plus? Comment faire oublier l'horrible discours de Dakar sur le retard du continent africain qui attend pourtant tant encore de notre pays? Comment faire croire que la France a réussi à convaincre la régulation mondiale dans les G20 et ailleurs, alors qu'aujourd'hui tout a recommencé comme avant et que les banques annoncent à nouveau des super profits? Bref, sur tous ces sujets, la place de la France dans le monde est fragilisée et il nous appartient, dans cette 3e convention portant sur les relations internationales et présidée par Laurent Fabius, dont Jean-Christophe Cambadélis assurera le secrétariat général, il nous appartient d'apporter ces nouvelles réponses. Celles de ce monde multipolaire, et pas seulement bipolaire comme il était auparavant, dans laquelle la France aujourd'hui n'a pas réussi à se replacer. Nous devons réorienter l'Europe. Chacun voit bien ce qui se passe avec la Grèce aujourd'hui. L'Europe revient vers, je dirais, des égoïsmes, pour ne pas parler, dans certains cas, et on le voit, des montées des nationalismes. L'absence de gouvernance économique, l'absence de solidarité, nous la payons tous les jours, la Grèce aujourd'hui, peut-être d'autres demain. Comment retrouver une France prospère sans des politiques économiques concentrées, concertées avec l'Europe, une autre politique sociale, industrielle et scientifique? Comment aussi porter l'Europe dans le monde, l'empêcher de sortir des radars, comme je l'ai dit, sans ce juste échange qui doit nous permettre non seulement de nous aider, mais d'aider les pays émergents à avoir une croissance qui, elle aussi, soit profitable pour son peuple et pour leur peuple et pour leur environnement. Alors, là aussi, il faudra des transitions, mais nous y serons. Et je crois que ce travail avec les pays du Sud, nous l'avons vu récemment en discutant avec les Indiens, c'est une relation fructueuse et féconde qui doit s'ouvrir à nouveau avec elles, avec bien sûr des priorités, l'autosubsistance alimentaire, l'investissement dans le capital humain dans ces pays, et nous devons là aussi y contribuer. Quelles réformes la gauche doit-elle porter dans les enceintes internationales pour accroître la sécurité collective, pour réguler le monde? Voilà les questions qui seront posées. Quelle action contre le terrorisme? Quelle est notre position sur l'Iran, sur le nucléaire? Voilà des sujets concrets, précis, qui doivent reporter une pensée forte de la gauche sur le plan international et que nous porterons avec Laurent Fabius en cette fin d'année, qui précédera d'ailleurs, en novembre, le Conseil de l'internationale socialiste qui aura lieu à Paris. Enfin, nous voulons une République citoyenne. L'hyperprésidence est en panne, mais la privatisation de la République tourne à plein. Je ne reviendrai pas sur les contrepoids qui disparaissent, sur l'indépendance de la justice, des médias, les contrepoids parlementaires, mais nous avons le devoir de rompre avec cette dérive implantée aujourd'hui dans les usages. C'est tout l'objet de cette 6e République que nous proposerons, sur laquelle nous travaillons. Mais nous ne pouvons pas donner des conseils de démocratie à notre pays si nous ne sommes pas capables, nous aussi, de nous rénover. Mon cher Arnaud, c'est la rénovation du Parti socialiste que tu portes avec beaucoup d'autres, et nous déciderons dans la Convention de juin des modalités concrètes
de cette feuille de route. Je vois que vous l'attendez avec impatience, que les militants nous ont donnée. Et je commence par le non-cumul des mandats. Je sais que chacun l'attend, par, bien évidemment, la préparation des primaires, la diversité et la parité. Voilà. Nous ne serons pas crédibles, mes chers camarades, si nous ne sommes pas capables de porter à nous-mêmes ce que nous voulons faire porter à la société. En tout cas, je serai là pour le rappeler en permanence, au cas où certaines tentations de différer, comme nous le faisons depuis plus de 20 ans, viendraient à l'esprit de quelques-uns. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, oui, il faut rebâtir une démocratie qui sache préparer l'avenir. Échapper à la tyrannie du court terme, ce sont les injonctions que nous avons aujourd'hui. Nous sommes sur l'essentiel. Dans la politique, aujourd'hui, la petite France remplace souvent le grand dessein, mais nous proposerons aux Français un autre chemin en leur demandant d'y participer. Des nouvelles formes de militance pour notre parti, des nouvelles formes de consultation et de débat avec nos concitoyens, voilà aussi ce qui doit porter. En conclusion de cette présentation à la fois longue et très rapide de ce qui est l'enjeu de cette année, dans lequel se situe particulièrement la Convention d'aujourd'hui, je voudrais dire, dans le fond, que notre projet vise à bâtir une France meilleure. Une France meilleure, c'est une France qui retrouve le peloton des nations qui éclairent le futur. Notre pays n'est pas un îlot au milieu de l'océan mondialisation. Nous sommes l'une des rares nations à porter un message universel. Et ça, c'est une force. Nous sommes, à l'instar de l'Europe, exposés au risque de la relégation, à l'heure où les États-Unis d'Amérique et la Chine vont essayer de jouer la finale du XXIe siècle, sans nous. Mais c'est à nous, Européens et Français, d'être là dans la course. Une France meilleure, c'est une France où l'on vit mieux, tout simplement. Et je le redirai inlassablement, le bonheur dans une société ne se résume pas à l'accumulation des biens matériels. La promesse du capitalisme a trouvé ses limites quand il a cumulé les inégalités et l'atteinte aux biens communs, aux services publics, aux valeurs de notre République. Le bonheur, c'est de vivre dans une société apaisée, c'est de maîtriser sa vie en accédant réellement à l'éducation, au logement, à la santé, c'est de partager aussi des émotions dans notre diversité. Voilà. Ce sera ma dernière phrase, mais dans le fond, c'est un immense programme que nous avons devant nous, largement entamé. Redonner l'espoir du progrès. Pour les socialistes, héritiers de tant de beaux combats, c'est comme renouer un fil dont on nous dit qu'il s'était rompu. Je n'en suis pas totalement sûre. C'est en tout cas faire revenir la gauche dans l'histoire de la France pour transformer notre pays. C'est faire revenir la gauche à sa place, au premier rang de ceux qui agissent toujours, sans jamais renoncer, pour une société meilleure. Merci. Voilà, vous venez de suivre, vous le voyez sur ces images, c'est en direct.